On dit que plus le bâtiment est haut, plus les ombres qu'il projette sont profondes. À l'intérieur des tours étincelantes des entreprises américaines, sous le bourdonnement de la climatisation et la douce lueur de l'éclairage encastré, les hiérarchies sont gravées dans l'acier et le verre. Le pouvoir réside dans les étages supérieurs, souvent invisibles, inaudibles pour ceux qui circulent dans les couloirs après les heures de bureau, armés uniquement de vaporisateurs et de chiffons en microfibre. Mais l'invisibilité est une arme à double tranchant. Parfois, cela signifie que vous êtes ignoré. D'autres fois, cela signifie que vous êtes considéré comme une proie facile. Votre dignité est aussi jetable que les déchets du jour. Pour Maya Thompson, une femme dont la grâce et la résilience étaient aussi frappantes que sa beauté, l'invisibilité n'était plus une option pour bien longtemps, surtout lorsque le pouvoir décidait qu'il voulait quelque chose qu'elle refusait de donner. C'est son histoire. Une histoire vraie dans son essence, reflétant d'innombrables batailles non rapportées menées dans les recoins invisibles du lieu de travail. C'est une histoire émouvante, un drame intense et un témoignage de la lutte pour la justice contre les forces conçues pour écraser la dissidence. Il s'agit de la confrontation entre le racisme dénoncé et le privilège utilisé comme une arme. C'est aussi la puissante histoire du refus d'une femme de céder. Maya Thompson se déplaçait avec une efficacité affinée par des années de pratique, son chariot de nettoyage glissant presque silencieusement sur les sols en marbre poli de l'aile exécutive d'Apex Innovation. Il était 20h30. L'agitation de la journée avait depuis longtemps disparu, remplacée par l'intensité tranquille de l'équipe de nettoyage de nuit. À 30 ans, Maya possédait une beauté qui faisait tourner les têtes, des pommettes hautes, une peau foncée lumineuse, un intelligent qui n'échappait à rien et une silhouette courbée et captivante qu'elle portait avec une élégance. Mais ici, dans le monde aseptisé des profits et des déjeuners d'affaires, elle essayait de se faire petite, discrète. Son éthique de travail était méticuleuse et sa concentration inébranlable. Le nettoyage n'était pas seulement un travail, c'était son moyen de subvenir aux besoins de sa mère vieillissante et d'économiser pour la petite entreprise de restauration qu'elle rêvait de lancer, un rêve nourri par les recettes créoles chéries de sa grand-mère. Apex Innovation était un mastodonte dans le monde du conseil technologique, occupant les 10 derniers étages de l'un des gratte-ciels les plus prestigieux du centre-ville. L'étage exécutif était opulent, avec des œuvres d'art minimalistes, des meubles en cuir coûteux et une vue imprenable sur la ville. C'était aussi le domaine de M. Richard Sterling, vice-président principal des ressources humaines. Sterling, un homme d'une quarantaine d'années aux cheveux blonds prématurément clairsemés, aux yeux bleus perçants et un sentiment d'assurance inébranlable, travaillait souvent tard. Maya avait appris à nettoyer son grand bureau d'angle l'an dernier, espérant qu'il serait parti. Habituellement, c'était le cas, mais ces derniers temps, leurs chemins se croisaient plus fréquemment, et chaque rencontre laissait un goût amer dans la bouche de Maya. Cela a commencé subtilement, presque de manière indéniable. Un regard insistant qui balayait son corps un peu trop longtemps alors qu'elle vidait sa poubelle. Des compliments qui semblaient déplacés. Vous égayez certainement l'endroit après les heures de bureau. Il a appris son nom rapidement, trop rapidement, la distinguant ainsi de l'équipe de nuit anonyme. Maya, très consciente de la dynamique du milieu de travail et de la précarité de sa position, a réagi avec un professionnalisme maîtrisé. Des sourires polis qui n'atteignaient pas ses yeux, des réponses brèves et nécessaires, et une sortie rapide étaient ses mécanismes de défense. Mais Sterling était persistant, enhardi par sa position et peut-être par la beauté indéniable de Maya associée à son rôle de service, une combinaison qui, dans sa vision déformée, pouvait impliquer l'accessibilité ou le désespoir. Les subtilités se sont vite évaporées. Un soir, Sterling la coinça près de la cuisine de la direction. « Maya », dit-il en lui bloquant légèrement le passage, sa voix adoptant un ton confidentiel. « Vous travaillez dur. Ce doit être dur de joindre les deux bouts. »« J'y arrive, monsieur Sterling », répondit Maya en essayant de le dépasser. « J'admire les gens qui travaillent dur », continua-t-il, ses yeux balayant à nouveau sa silhouette d'une manière qui la mettait mal à l'aise. « Apex apprécie les travailleurs acharnés. Peut-être qu'il y a un moyen de te faciliter la tâche. Un petit bonus en plus? Peut-être de l'aide pour l'entreprise que tu veux créer ?» Il se pencha légèrement. L'odeur d'une eau de Cologne onéreuse et autre chose, le calcul piqua l'essence de Maya. Son dos se raidit. « Merci pour l'attention, monsieur Sterling, mais je gagne ma vie honnêtement. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai du travail à terminer. » Elle le contourna, le cœur battant à tout rompre, mêlé de colère et d'appréhension. Son rejet ne le découragea pas.
Il sembla alimenter son sentiment de défiance. Les rencontres devinrent plus flagrantes. Il se trouvait par hasard dans son bureau à son arrivée, faisant des commentaires sur son apparence, posant des questions indiscrètes sur sa vie privée. « Une belle femme comme vous, toute seule un vendredi soir ? Ça semble être du gâchis, songea-t-il en s'adossant à son fauteuil coûteux. Puis vint la proposition explicite. La trouvant un soir en train d'astiquer l'énorme table de la salle de réunion, il referma doucement la porte derrière lui. « Maya ?» commença-t-il, sa voix dangereusement douce. « Arrêtons de jouer à des jeux. Tu es intelligente. Tu es magnifique. Je suis un homme influent et qui a réussi. Nous pourrions avoir un arrangement mutuellement bénéfique. Personne n'a besoin de le savoir. Pensez-y, la sécurité financière, peut-être même une promotion pour t'en sortir. » Maya sentit une fureur froide monter en elle. L'audace, le manque de respect absolu. Elle se tourna vers lui, son expression dure. « Monsieur Sterling, » dit-elle d'une voix basse mais claire, tremblant légèrement de rage contenue. « Soyons absolument clairs, je ne suis pas intéressé. Je suis ici pour faire mon travail, c'est tout. Vos avances sont inappropriées et non désirées. Ne m'approchez plus comme ça. » La façade charmante de Sterling s'est effondrée instantanément. Une lueur de surprise, puis un vilain ressentiment durcirent ses traits. « Est-ce ainsi ?» dit-il, sa voix perdant sa douceur. « Tu joues les difficiles ou tu es simplement ingrate ?» Maya s'appuya contre la table. Tremblante, elle savait que ce n'était pas fini. Un homme comme Sterling, habitué à obtenir ce qu'il veut, ne prendrait pas un rejet à la légère, surtout pas de la part de quelqu'un qu'il considère comme inférieur à lui. Habitué à obtenir ce qu'il veut, ne prendrait pas un rejet à la légère, surtout pas de la part de quelqu'un qu'il considère comme inférieur à lui. L'intersection de son pouvoir, de son sentiment de droit, de son ego blessé et de ses préjugés profondément ancrés ressemblait à un cocktail volatile prêt à exploser. Elle pensa à le dénoncer, mais à qui? Au RH? Aller au-dessus de lui semblait extrêmement risqué, pouvant potentiellement lui coûter le travail dont elle avait désespérément besoin. Elle se confia à une collègue de confiance, Maria, qui l'avertit « Fais attention, Maya. Les hommes comme ça, ils ne pardonnent pas. » Quelques semaines passèrent dans un silence intense. Sterling évitait tout contact visuel, son comportement étant glacial lorsque leurs chemins se croisaient occasionnellement. Maya ressentait une anxiété constante, attendant la suite inévitable. Elle redoubla d'assiduité, s'assurant que son travail était impeccable, arrivant tôt, partant exactement à l'heure, évitant les tâches de Sterling jusqu'au dernier moment possible. Le piège se referma un mardi soir. Maya terminait son quart de travail en essuyant les surfaces du bureau méticuleusement organisé de Sterling. Tout semblait normal. Elle ramassa les poubelles, passa l'aspirateur sur le tapis moelleux, cira le bureau déjà brillant. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, ses yeux aperçurent quelque chose d'inhabituel, légèrement caché sous le bandeau du bureau. Un éclair d'or. Curieuse, elle en souleva le coin. C'était une montre, une Rolex en or lourde et ostentatoire, visiblement chère. Il a dû l'enlever et l'oublier, pensa-t-elle. Imprudent. Elle hésita à le laisser, mais elle craignait qu'il ne soit perdu ou volé par quelqu'un d'autre. Faisant ce qu'il fallait, elle le ramassa soigneusement avec une main gantée, avec l'intention de le laisser bien en évidence au centre du bureau où il ne pourrait pas le manquer. Juste au moment où elle le posait, Sterling fit irruption dans le bureau, flanqué de 2 gardes de sécurité du bâtiment. Son visage était un masque de détresse théâtrale. « La voilà !» s'exclama-t-il en désignant Maya d'un air dramatique. « C'est ma montre, la Rolex de mon grand-père. Je la savais, je savais qu'elle l'avait prise !» Maya se figea, stupéfaite. La soudaineté et l'absurdité de l'accusation étaient déstabilisantes. « Monsieur Sterling, de quoi parlez-vous? Je l'ai trouvée sous votre bandeau. Je la posais sur le bureau pour vous. » « L'avez-vous trouvée ?» ricana Sterling en s'avançant vers elle. « Belle histoire. Vous avez été prise en flagrant délit en essayant de l'empocher, n'est-ce pas? Un précieux héritage. Dieu sait ce que vous avez encore volé dans ces bureaux. » Les gardes de sécurité, de grands hommes qui prenaient clairement exemple sur le directeur, regardèrent Maya d'un air sévère. « Madame, nous avons besoin que vous restiez ici, » dit l'un d'eux d'un ton bourru. « C'est dingue. Je n'ai rien volé. » protesta Maya, la voix s'élevant de panique. C'était ça, c'était sa vengeance. C'était maladroit, presque caricatural dans son évidence, mais cela se produisait quand même.
« Vérifiez ses poches, vérifiez son chariot !» ordonna Sterling aux gardes. Elle l'avait probablement caché. Bien sûr, ils n'ont rien trouvé. Maya ne portait même pas de sac à main pendant son travail, juste ses clés et son téléphone dans la poche de son uniforme. Son chariot de ménage ne contenait que des fournitures. « Peu importe », insista Sterling, le visage rouge. Elle le tenait à la main, prise sur le fait. Elle a dû paniquer quand je suis entré. Je veux que la police soit appelée immédiatement. Je porte plainte. Maya sentit le sol s'effondrer sous elle. Les gardes échangèrent des regards incertains, mais s'en remirent à l'autorité de Sterling. L'un d'eux parla dans sa radio à voix basse. Maya se tenait coincée entre le bureau et le cadre furieux, l'esprit en ébullition. Comment cela était-il possible? Comment un mensonge aussi transparent avait-il pu avoir une portée aussi immédiate? La réponse était d'une clarté esséurante, parce qu'il s'agissait de Richard Sterling, vice-président principal des RH, et qu'elle était Maya Thompson, la femme de ménage noire. Le déséquilibre des pouvoirs était un gouffre, et elle y tombait. C'était une histoire dramatique qui se transformait en cauchemar, une histoire cinématographique réalisée par malice. En 15 minutes angoissantes, 2 policiers en uniforme sont arrivés à l'étage exécutif. Le cœur de Maya se serra encore plus lorsqu'elle les vit, ils étaient tous les deux blancs. L'officier Riley était plus âgé, trapu, avec un visage durci par le cynisme. L'officier O'Connell était plus jeune, plus grand, mais portait le même air las mêlé à un courant sous-jacent d'impatience. Sterling se lança immédiatement dans son histoire inventée, embellissant les détails, soulignant le comportement suspect de Maya et la valeur sentimentale de la montre, dont elle soupçonnait maintenant qu'elle n'était même pas celle de son grand-père. Il joua le rôle de la fausse victime lésée avec brio. Les officiers écoutèrent, leurs regards se tournant vers Maya, la codant instantanément à travers le prisme de l'accusation de Sterling et de leurs propres préjugés implicites. Ils n'ont pas remis en question les incohérences de Sterling. Ils n'ont pas demandé à Maya sa version de l'histoire au-delà d'une brève explication. Ils demandèrent d'un ton dédaigneux « Avez-vous quelque chose à dire, madame ?» « Je ne l'ai pas volé », plaida Maya, essayant de garder le désespoir hors de sa voix. « Il ment. Il m'a harcelé. C'est sa façon de se venger de moi parce que je l'ai rejeté. » L'officier Riley a vraiment ri, un son sec et sans humour. « Du harcèlement, n'est-ce pas ? J'ai déjà entendu ça. Tu essaies de renverser la situation, hein ? Madame, nous avons un témoin crédible, un dirigeant de cette entreprise qui affirme que vous avez volé un objet de valeur. Nous vous avons trouvé avec l'objet. J'ai trouvé l'objet, a insisté Maya. Je le remettais en place. Tu en étais si sûr, dit O'Connell d'un ton sarcastique. Il s'est rapproché. Très bien, retourne-toi, les mains derrière le dos. Quoi ? Vous m'arrêtez ? Basé sur sa parole. Vous n'avez pas enquêté. Vous n'avez pas vérifié les caméras de sécurité, cria Maya et recula instinctivement. L'injustice était étouffante. Ne rends pas les choses difficiles, prévint Riley, sa main se dirigeant vers sa ceinture d'armes de service, un geste désinvolte chargé de menaces implicites. Je ne serai pas arrêté pour quelque chose que je n'ai pas fait. Maya resta sur ses positions, animée par une colère vertueuse et une terreur pure. C'est du racisme. Vous le croyez parce qu'il est blanc et puissant et que je ne suis qu'une femme de ménage noire. Ce mot racisme actionna un interrupteur. L'expression des 2 officiers se durcit instantanément. Toute prétention à la procédure a disparu. « Ça suffit !» grogna Riley. Il se précipita en avant, saisissant le bras de Maya avec force. O'Connell se déplaça rapidement pour attraper l'autre. Maya halta devant la violence soudaine. « Lâchez-moi » cria-t-elle en essayant de s'éloigner. Elle n'attaquait pas, elle réagissait simplement à l'agression. « Résistance » cria O'Connell comme s'il avait besoin d'une justification. Il lui tordit violemment le bras derrière le dos, provoquant un cri aigu de douleur chez Maya. Riley la poussa si violemment qu'elle trébucha et heurta le mur en acajou poli du bureau de Sterling de plein fouet. Son front heurta le bois avec un bruit sourd et éclairant, en voyant des étoiles exploser derrière ses yeux. Sterling regarda la scène se dérouler avec un air de satisfaction sinistre. Les gardes de sécurité se déplacèrent, mal à l'aise, mais n'intervinrent pas. Maya avait un goût de sang dans la bouche. Étourdie et sanglotante, elle sentit un métal froid lui serrer les poignets. Les menottes qui lui mordaient la peau étaient terriblement serrées. Ils l'ont soulevée brutalement. Son front la lançait, une bosse se formait déjà.
Marche !» ordonna Riley en la poussant vers la porte. Ils la firent défiler dans les couloirs presque vides, passant devant les quelques employés en retard qui regardaient avec curiosité ou pitié vers l'ascenseur de service. Maya brûlait de honte et de rage impuissante. Ils l'avaient traitée comme si elle était dangereuse, comme une criminelle endurcie, tout cela sur la base du mensonge vindicatif d'un dirigeant éconduit et de leurs propres préjugés. Ce n'était pas une intervention policière légitime, il s'agissait d'une agression sanctionnée par l'État. C'était un moment choquant, une démonstration brutale d'abus de pouvoir. Ils la poussèrent à l'arrière d'une voiture de patrouille. Aucun droit ne fut lu. Aucune préoccupation ne fut manifestée pour sa blessure visible. La porte claqua, l'enfermant dans un espace étouffant qui sentait la sueur et le désinfectant. À travers la fenêtre grillagée, elle vit Sterling parler avec animation avec les officiers, faisant probablement sa déclaration officielle, scellant son sort avec davantage de mensonges. L'injustice était un poids physique, écrasant l'air de ses poumons. Cette histoire qui allait changer sa vie s'aventurait sur un terrain qu'elle n'avait vu que dans les reportages et qu'elle avait craint toute sa vie. Les formalités d'enregistrement au commissariat étaient une continuation de cette épreuve déshumanisante. Empreinte digitale, cliché photographique de son visage trié de larmes et de l'ecchymose naissante sur son front, paperasse sans fin remplie d'inexactitudes. Ses demandes d'appeler sa mère ou un avocat furent d'abord ignorées, puis acceptées à contre-cœur après ce qui sembla être des heures. Elle rejoignit sa mère affolée, essayant de paraître calme, minimisant la situation tout en implorant simultanément l'aide qu'elle ne savait pas comment obtenir. Puis elle se souvint de l'avertissement de Maria et du nom que Maria avait mentionné un jour, la Coalition pour la justice au travail, CJT, un groupe de défense connu pour s'attaquer aux cas complexes de discrimination et de harcèlement. Les mains tremblantes, elle trouva leur numéro en ligne en utilisant l'accès téléphonique offert à contre-cœur par le commissariat et laissa un message vocal désespéré et larmoyant décrivant sa situation. Elle passa la nuit dans une cellule de détention froide et sale, la douleur lancinante dans sa tête n'ayant d'égal que la douleur dans son cœur. Elle avait peur. Comment pourrait-elle lutter contre cela? Sterling avait tout le pouvoir. La police était clairement partiale. Sa parole contre la sienne ressemblait à un murmure contre un ouragan. Le court-métrage dramatique de son arrestation se rejouait sans cesse dans son esprit. Le sommeil était impossible. Le lendemain matin, l'espoir est arrivé sous une forme inattendue. Une femme noire élégante et impeccablement habillée, nommée Maître Evelyn Reed, avocate principale au CJT, est apparue au commissariat aux côtés d'un homme calme et imposant présenté comme Maître Ben Carter, l'un des meilleurs avocats des droits civiques et de la défense de l'État, retenu par la coalition. Apparemment, le message vocal en larmes de Maya avait touché une corde sensible, et Maria avait également appelé le CJT avec frénésie après avoir entendu parler de l'arrestation par un autre membre de l'équipe de nuit. En voyant leur visage déterminé, leur comportement professionnel traversant l'indifférence désinvolte du commissariat, Maya sentit la première lueur d'espoir s'allumer dans l'obscurité suffocante. Maître Carter a immédiatement pris les choses en main, exigeant la libération immédiate de Maya, dont la détention n'était même pas encore formellement actée, citant un manque de preuves crédibles et des violations de procédure lors de l'arrestation. Il a méticuleusement documenté les blessures de Maya, a exigé des copies de tous les rapports et l'identité des officiers et a dégagé une aura de compétence qui a rendu le personnel du commissariat visiblement mal à l'aise. Libérée, blessée mais pas brisée, Maya a raconté toute l'histoire à Maître Reed et Maître Carter dans l'environnement sécurisé du bureau du CJT. Le harcèlement, les rejets, les menaces de Sterling, le piège avec la montre, l'arrestation brutale. Maître Carter écoutait attentivement, son expression devenant progressivement plus sévère. Maître Reed a offert un soutien calme et indéfectible. Maya, dit Maître Carter lorsqu'elle eut terminé, sa voix résonnant de conviction. Ce qui vous est arrivé est un scandale. C'est un mélange répugnant de harcèlement sexuel, de représailles, d'abus de pouvoir, de racisme et d'exactions policières. Ils ont choisi la mauvaise femme à qui s'en prendre. Nous allons lutter contre cela. Ce n'est pas seulement l'accusation de vol qui sera rejetée. Nous poursuivons Sterling, les cadres et Apex Innovation lui-même. Nous nous battons pour que justice soit rendue et nous nous battons férocement. Maître Ben Carter a tenu parole. C'était une force de la nature, un requin du droit animé d'une passion profonde pour la justice sociale. Son équipe a immédiatement déposé des requêtes pour rejeter les accusations de vol inventées de toutes pièces, citant le motif clair de la fausse accusation de Sterling et l'absence de toute preuve crédible au-delà de sa fausse déclaration. Simultanément, ils ont lancé une vaste action civile.
Il ne s'agissait pas simplement d'un litige, il s'agissait d'une attaque à grande échelle contre l'injustice subie par Maya. Elle nommait les officiers Riley et O'Connell pour agression, coups et blessures, arrestation illégale, emprisonnement illégal et violation des droits civils en vertu de l'article 1983. Et elle nommait Apex Innovation pour négligence dans la supervision, manquement à prévenir le harcèlement, création d'un environnement de travail hostile et responsabilité du fait d'autrui pour les actions de leurs dirigeants et de la police, appelés sur leur propriété sous de faux prétextes. Ils demandaient des dommages et intérêts compensatoires et punitifs importants. L'équipe d'enquête de Carter a travaillé sans relâche. Ils ont interrogé Maria et d'autres collègues, certains anonymement au début, qui ont corroboré les récits de Maya sur le comportement inapproprié de Sterling et sa fureur après son refus définitif. Ils ont trouvé 2 anciennes employées qui avaient quitté Apex dans des circonstances vagues, après des rumeurs de rencontres inconfortables avec Sterling. Après avoir établi l'image d'un modèle, ils ont requis la production des images de sécurité d'Apex. Bien qu'il n'y ait probablement pas eu de vidéo, à l'intérieur du bureau de Sterling montrant la découverte, des caméras dans le couloir ont capturé Sterling entrant normalement dans son bureau plus tôt, le quittant, puis revenant quelques instants avant que Maya ne termine et ne lance son appel de détresse fabriqué. De manière cruciale, les caméras du couloir ont également capturé Sterling coinçant Maya près de la cuisine quelques semaines plus tôt et son départ furieux de la salle de réunion après son refus définitif. Des preuves circonstancielles étayaient ces allégations de harcèlement. Ils ont également filmé les policiers qui malmenaient Maya hors du bureau, documentant visuellement la force inutile utilisée. Ils ont obtenu le rapport d'incident de la police, truffé d'incohérences et de propos biaisés. Maître Carter s'est préparé méticuleusement pour les dépositions. La déposition de Sterling a été un désastre pour la défense. Sous les interrogatoires incessants et chirurgicaux de Maître Carter, la façade de Sterling, celle du dirigeant lésé, s'est effondrée. Il s'est contredit, s'est énervé, et ses tentatives de nier le harcèlement semblaient creuses face aux preuves corroborantes présentées par Carter. Ces nuances racistes et sexistes sont devenues palpables sous la pression. Les dépositions des officiers étaient tout aussi accablantes. Confrontés aux images du couloir et aux rapports médicaux sur les blessures de Maya, leur affirmation selon lesquelles la force était nécessaire et qu'elle avait résisté à l'arrestation semblait absurde. Leur partialité implicite était évidente dans leur langage dédaigneux à l'égard des allégations initiales de harcèlement et de racisme de Maya. Maître Carter les a habilement piégés dans des incohérences concernant leur adhésion au protocole. Ce n'était pas seulement une histoire, c'était le démantèlement méthodique des mensonges. Les avocats d'Apex, initialement dédaigneux, ont commencé à paniquer. Les preuves s'accumulaient et le cauchemar potentiel en matière de relations publiques, en particulier avec l'implication du CJT, qui rendait cette histoire virale dans les cercles de défense des droits, était considérable. Ils ont proposé un règlement substantiel. Maître Carter a présenté l'offre à Maya. « C'est beaucoup d'argent, Maya, dit-il doucement. De quoi relancer ton entreprise 10 fois ? Cela éviterait le traumatisme d'un procès public. » Maya a longuement réfléchi. L'argent était tentant, une issue pour les difficultés financières exacerbées par son incapacité temporaire à travailler et le coût émotionnel. Mais elle pensa alors au visage suffisant de Sterling, à la brutalité désinvolte des officiers, au système qui avait permis que cela se produise. « Non, dit-elle fermement d'une voix claire, il ne s'agit pas que de moi, Ben. Il s'agit d'envoyer un message. Ils doivent rendre des comptes publiquement. Allons au procès. Que tout le monde entende cette histoire. » C'était son histoire de rédemption, reprenant son récit. Maître Carter sourit, une expression rare mais authentique. « J'espérais que tu dirais ça. Donnons-leur l'enfer. » Le procès a été un drame intense, captivant l'attention des médias locaux grâce à la portée du CJT et à la combinaison explosive du pouvoir des entreprises, du harcèlement sexuel, du racisme et des abus policiers. La salle d'audience bourdonnait d'impatience. La déclaration d'ouverture de Ben Carter était magistrale, peignant un portrait vivant de Maya, une femme travailleuse et digne, ciblée par un prédateur abusant de son pouvoir, puis encore plus brutalisée par des forces de l'ordre partial. La défense a tenté de dépeindre Maya comme une personne mécontente, opportuniste, voire même comme l'instigatrice. Mais leur récit semblait fragile dès le départ. Le témoignage de Maya a été le cœur émotionnel du procès, habillée impeccablement, la tête haute malgré la cicatrice visible qui s'estompait sur son front. Elle a raconté le harcèlement calmement mais avec une émotion palpable, détaillant les paroles de Sterling, ses actions, sa peur et ses refus fermes.
Elle a décrit la mise en scène avec la montre, la terreur et l'humiliation de l'arrestation, la douleur physique infligée par les agents. Sa voix s'est brisée de temps à autre, mais elle n'a jamais faibli sous le contre-interrogatoire agressif de la défense, qui a tenté sans relâche de mettre en évidence des failles dans son récit, d'insinuer un consentement ou de la dépeindre comme peu fiable. Sa force tranquille et son témoignage cohérent ont eu un fort écho auprès du jury. Cette histoire semblait indéniablement réelle, venant de ses lèvres. Maria a témoigné, avec nervosité mais honnêtement, que Maya s'était confiée à elle, corroborant la chronologie du harcèlement et la colère notable de Sterling après avoir été rejetée. Les dépositions d'anciens employés détaillant le comportement de Sterling ont été présentées comme preuve, dévastant sa crédibilité. Des images de sécurité diffusées sur de grands écrans montraient Sterling coinçant Maya et sortant de la salle de réunion. Les images de l'arrestation, bien que limitées, ont clairement montré l'agression inutile des officiers envers une Maya non menaçante. Les experts médicaux ont détaillé les blessures physiques de Maya, la commotion cérébrale, les graves ecchymoses et les lésions nerveuses causées par les menottes trop serrées. Un psychologue a témoigné du grave syndrome de stress post-traumatique, SSPT, de l'anxiété et de la dépression dont Maya souffrait en conséquence directe du harcèlement et de l'agression. Le témoignage de Sterling a été un véritable désastre. Maître Carter a démonté ses mensonges pièce par pièce en utilisant les contradictions de la déposition de Sterling, les déclarations des témoins et les preuves vidéo circonstancielles. Sterling est devenu visiblement agité, sur la défensive, son personnage soigneusement construit s'est brisé, révélant l'homme pétulant et prétentieux qui se cachait en dessous. Ses tentatives de dépeindre Maya comme l'agresseuse ou la menteuse ont échoué. Les officiers Riley et O'Connell n'ont pas eu plus de chance. Maître Carter les a interrogés sur les procédures policières, leur incapacité à enquêter sur les allégations de Maya, leur acceptation immédiate de l'histoire de Sterling, leur recours disproportionné à la force par rapport à toute menace perçue. Leurs propres rapports d'incidents ont joué contre eux, mettant en évidence leur point de vue biaisé. Ils sont apparus au mieux comme incompétents, au pire délibérément malveillants et racistes. Le racisme exposé était indéniable. Les arguments de clôture de la défense semblaient désespérés, essayant de brouiller les pistes. Mais la conclusion de Maître Carter était un puissant résumé des preuves, un appel clair à la justice sociale et à la responsabilité. Il a parlé de l'intersectionnalité de l'expérience de Maya, ciblée en raison de sa race, son sexe, et de sa vulnérabilité perçue en tant que travailleuse des services. Il a imploré le jury de voir à travers le déséquilibre des pouvoirs et de reconnaître la profonde injustice infligée à une femme innocente. Le jury, diversifié et attentif tout au long de la semaine de procès, a délibéré pendant 2 jours. La tension était forte. Maya était assise avec Maître Reed et sa mère, priant en silence. Le greffier du tribunal a lu le verdict. Responsable sur presque tous les plans, Sterling a été reconnu coupable de harcèlement sexuel, de diffamation, de poursuite malveillante et d'infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. Les agents Riley et O'Connell ont été reconnus coupables d'agression, de coups et blessures, d'arrestation illégale, d'emprisonnement illégal et de violation des droits civils. Apex Innovation a été reconnu responsable de négligence dans la supervision, de création d'un environnement de travail hostile et de responsabilité du fait d'autrui. Les dommages et intérêts accordés étaient stupéfiants, des dommages-intérêts compensatoires importants pour les blessures de Maya, la perte de salaire et la souffrance émotionnelle. Mais les dommages punitifs imposés à Sterling, aux officiers et surtout à Apex Innovation étaient astronomiques. Un message clair du jury condamnant leurs actions et leurs échecs. Il s'agissait d'un verdict historique pour la ville, une victoire éclatante pour la justice rendue. Des larmes coulaient sur le visage de Maya, des larmes de soulagement, de justification et d'épuisement total. Elle serra fort dans ses bras Ben Carter, Evelyn Reed et sa mère. De l'autre côté de la salle d'audience, Sterling semblait pâle et abasourdi. Les officiers regardaient droit devant eux, la mâchoire serrée. Les avocats d'Apex se concertèrent avec amertume. Les conséquences se sont propagées vers l'extérieur. Sterling a été immédiatement renvoyé d'Apex Innovation et a été confronté à des accusations potentielles de parjure, sa carrière et sa réputation furent ruinées. Riley et O'Connell ont été renvoyés de la police à la suite d'un examen interne des affaires, examen fortement influencé par les preuves du procès, et le procureur de district a commencé à examiner leur dossier en vue d'accusations d'agression criminelle. Apex,
confronté à un désastre en matière de relations publiques et à une immense responsabilité financière, a mis en œuvre des réformes radicales de ses politiques RH, de ses procédures de signalement de harcèlement et de ses programmes de formation des employés, supervisés par un contrôleur externe mandaté par le tribunal. L'histoire de Maya Thompson est un puissant témoignage de résilience face à une adversité écrasante. C'est une histoire inspirante, non pas parce que le traumatisme a disparu comme par magie avec le verdict, mais parce qu'elle a refusé d'être réduite au silence, a refusé d'être brisée. Le règlement financier lui a permis de guérir sans souci immédiat, d'investir dans une thérapie, de soutenir confortablement sa mère et enfin de lancer Maya's Creole Kitchen, son entreprise de restauration de rêve, qui a rapidement acquis une renommée pour ses saveurs authentiques et l'histoire inspirante de Maya. Mais la leçon de vie va bien au-delà de la victoire d'une femme. Cette histoire morale souligne la nature insidieuse du harcèlement au travail et les façons dont le pouvoir peut être utilisé comme une arme. Il met en lumière l'intersection dangereuse du sexisme et du racisme, où les femmes noires sont souvent confrontées à des préjugés et à une incrédulité accrue. Il révèle à quel point les hypothèses et les préjugés au sein des forces de l'ordre peuvent facilement conduire à une injustice dévastatrice, renforçant ainsi la raison pour laquelle les mouvements exigeant la responsabilité de la police, ainsi que le travail de lutte contre le racisme sont essentiels. Cela prouve que même contre les entreprises puissantes et les individus corrompus, la justice est possible grâce au courage, à un fort plaidoyer et à la responsabilisation des auteurs. Le voyage de Maya a été une histoire qui a changé sa vie, forçant une entreprise de la ville à affronter des vérités inconfortables. Cette histoire réconfortante, dans son dénouement et non dans son épreuve, parle en fin de compte de la reconquête de sa dignité et de son récit. Maya n'a pas cherché à se venger. Elle recherchait la vérité et la responsabilité, et ce faisant, elle a atteint une forme profonde de rédemption. Nous espérons que cette histoire puissante, cette plongée profonde dans un drame de la vie réelle reflétant des problèmes systémiques, a trouvé un écho chez vous. Si le combat de Maya pour la justice vous a inspiré ou vous a fait réfléchir, montrez votre soutien en cliquant sur le bouton j'aime signe pouce vers le haut, en vous abonnant pour recevoir plus d'histoires vraies qui comptent et en partageant cette vidéo de l'heure du conte avec votre réseau. La sensibilisation est une étape cruciale pour exiger un changement et garantir que davantage d'histoires aboutissent à une justice rendue. Merci d'avoir regardé et écouté.